Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, je vais parler aujourd'hui de mes références politiques, ce qui a été, en dehors du bon papa, qui a été euh, une référence en matière politique, un tuto, un professeur de Sciences Po pour moi. Il y a eu aussi, il y a deux femmes qui ont marqué mon tournant politique, c'est Michelle Obama et Kamala Harris, voyez-vous. Et je venais encore aujourd'hui pour en parler de ces références politiques, de ce qui me caractérise et des références politiques que j'ai. Et il y a deux hommes qui ont aussi marqué la femme politique, le tournant politique, enfin, qui ont marqué des événements très précis en matière politique dans ma vie. Il y a un très bon premier ministre de droite que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu un contact, avec qui nous avons eu un contact parce que le papa de mes enfants et moi, nous avons eu un très très bon contact avec l'ancien premier ministre Édouard Philippe, en tous les cas. Et s'il venait à se présenter pour la présidentielle, ce serait avec plaisir que j'irais afficher, mettre les affiches, les banderoles, le soutenir sur le plan politique pour qu'il gagne parce que c'est quelqu'un de très très bien. Il y a qu'à voir comment est-ce que il est maire du Havre. Il y a qu'à voir comment ça se passe. Il y a qu'à voir. D'ailleurs, quand il était à Matignon, ça a été un très bon premier ministre. On en a été ravis et satisfaits du travail qu'il a fourni à Matignon. En tous les cas, nous, on a eu un contact avec lui, hein, en tous les cas, le papa de mes enfants et moi, et c'était un très, très beau premier ministre. Et il y a un deuxième ministre du gouvernement Macron, mais qui est un homme de gauche, qui est Éric Dupond-Moretti, un très bon pénaliste, vous voyez ce que je veux dire, et un très bon ministre aussi de la justice. C'est vrai qu'il a subi des coups de boutoir de la part de certains magistrats, mais ça reste un très bon ministre de la justice, un très bon pénaliste et un très bon ministre de la justice aussi, qui a marqué son temps, qui a eu un tournant politique sur le plan de la justice qui a été vraiment très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que certains magistrats ont commencé à mettre des coups de boutoir sur lui, mais il a tenu bon. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'endurance et j'aime le mastodonte, l'homme qu'il est, non seulement l'avocat qu'il est, j'aime sa gouaille, j'aime tout chez Éric Dupond-Moretti, c'est un avocat comme je les aime, quoi. Oui, 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 c'est un avocat, oui, c'est un avocat comme je les aime, et le papa de mes enfants ressemble à ce genre d'homme-là. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent protégé, on se sent enveloppé, et oui, on est là, on observe, on apprend beaucoup de choses avec ces avocats-là, surtout des ténors comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est très important. Mais hormis cela, il y a Michelle Obama qui a marqué mon tournant politique, et il y a aussi Kamala Harris. Et je tenais à envoyer mon coup de gueule aujourd'hui, à mettre mon coup de gueule aujourd'hui devant les réseaux sociaux pour dire que, vous savez, j'ai énormément donné à la France. Je tiens à rappeler ça à Madame Emmanuelle la Justice. Je tiens à rappeler cela à Madame Pichot. Je tiens à rappeler cela à Monsieur Laurent Gebler. Je tiens à rappeler cela à Madame Terrel. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai énormément donné à la France. J'ai énormément apporté à ce pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et qu'on n'oublie surtout pas que je suis fille de journaliste et plus est de journaliste politique. Mon papa était un grand journaliste qui a marqué son temps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est très important. Je n'accepte pas que des gens comme ça viennent dans les réseaux, enfin, viennent dans mes vidéos, s'introduire dans mes vidéos et y mettre des petites observations et tout ça. Ça, je n'apprécie pas du tout. Je n'apprécie pas du tout que chacun reste à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça, c'est mon coup de gueule d'aujourd'hui. Vous savez, ma sœur m'a dit comme ça, Marie-Hélène, qui est diplomate aux Nations Unies, elle m'a dit comme ça, ce sont les contrats
que les dictateurs signent en Afrique avec la France qui font qu'on est dans l'inconfort ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'aimerais qu'on reconnaisse tous les combats que j'ai menés pour la France. Ça, c'est mon coup de gueule aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est mon coup de gueule de femme politique, non seulement de combattante, de anciennes femmes du renseignement, de tous les combats, de toutes les vies que j'ai sauvées dans ce pays. Ça, j'aimerais qu'on me le reconnaisse et qu'on me respecte pour ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que vous savez, les Américains n'ont pas fait de colonisation. Les Américains n'ont colonisé personne. Et quand vous êtes aux États-Unis et que vous menez un combat aux États-Unis contre des dictateurs qui sont en Afrique, ça ne pose pas problème. Moi, je ne peux pas, vous savez, je ne peux pas comprendre comment un contrat qui est signé entre deux États peut empêcher que moi j'ai la liberté ici, peut empêcher que Jonas Moulenda et tous les activistes gabonais puissent ne pas avoir la liberté ici. Moi, mon cri, il va vers Dieu, en qui je crois et que je crains, et mon cri va vers aussi les magistrats de ce pays, pour dire que, franchement, on est gavé, on est repu de tout ce qu'on a vu. Et si on avait eu un Hollande au pouvoir, je ne pense pas que Brice Clotaire Oligui Nguema passerait son temps à traquer les activistes comme il le fait. Vous voyez ce que je dis, non? Si on avait Édouard Philippe au pouvoir, on ne serait pas en train de voir ce qui est en train de s'y dérouler maintenant et de se jouer non seulement sur le territoire français, et ce qui s'y est déroulé aussi sur le territoire gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les magistrats apprécieront, les magistrats vont énormément apprécier ce qui s'y est déroulé au Gabon par rapport à la torture de Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de son fils Noureddine, étant donné que Brice Clotaire Oligui Nguema a menti au président Macron en disant comme ça que oui, je vais lui dire que vous étiez à la maison, mais ce n'était pas une maison en tant que telle. Il reconnaît, c'est une vidéo d'aveu. Voilà. C'est une vidéo d'aveu. La vidéo d'aveu de Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que vous voyez ça? Oui. La vidéo d'aveu de Brice Clotaire Oligui Nguema concernant la réunion de famille après torture. C'est un aveu clair. On ne peut pas y mettre un doute dessus. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, je dirais au président Macron. Ça veut dire que le président Macron a un regard sur ce pays. Le président Macron décide de quelque chose au Gabon. Mais quand il s'agit de justice, le président Macron ne prend pas les bonnes décisions pour le Gabon. Quand il s'agit d'état de droit, le président Macron ne prend pas les bonnes décisions. Et oui, quand il s'agit des journalistes qui sont enfermés et assassinés, M. Macron ne prend pas les bonnes décisions. Ça, c'est mon coup de gueule aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, qu'on n'oublie pas que je suis fille de journaliste et que je suis tout à fait à ma place. Et plus mon papa était journaliste politique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important, qu'on ne l'oublie pas. Et surtout qu'on n'oublie pas les services que j'ai rendus à ce pays. J'attends qu'on vienne me rendre ça. J'attends qu'on vienne me rendre tous les services que j'ai rendus à la France. J'en attends la reconnaissance. Et ça, c'est très important. Je ne veux pas laisser passer. Vous savez, un jour, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un patron des services de renseignement gabonais qui était marié à une Française dans notre quartier résidentiel où on habite, où j'habitais quand j'étais enfant à Libreville. On est arrivé dans ce quartier, j'avais 6 ans. Voilà. Et comme je l'ai raconté déjà dans une vidéo précédente, on est arrivé, tout n'était pas terminé, les travaux n'étaient pas finis. Voilà, on a pris rapidement, enfin les maisons ont été remises à des têtes couronnées dans le quartier. On a pris nos quartiers immédiatement et mon père n'était même pas là. Il revenait d'un voyage à Pékin avec le président Omar Bongo. Et là, ma mère, donc on s'est retrouvés avec notre maman et avec ma tante Cécile et d'autres cousines à ma maman qui sont venues
l'aider à aménager dans la maison parce que mon papa n'était pas là. Et donc, il a fallu qu'elle fasse, comment dire ça, qu'elle puisse faire le nécessaire pour que on s'installe. Mais tout était en chantier dans le quartier, les jardins n'étaient pas finis, rien n'était posé, les pavés, rien n'était terminé. Et nous, les enfants, on passait notre temps à jouer à l'extérieur, comme c'est l'accoutumée en Afrique. Les enfants ne sont pas enfermés dans les appartements. Les enfants vivent à l'air libre, ils vaquent à leurs occupations, ils se sociabilisent avec les voisins. Et c'est là qu'à 6 ans, je suis allée couper l'électricité dans la maison de la sœur de Maman Patience Dabani. Je suis allée couper l'électricité là-bas. Brice Lothaire Oligui-Nguema, tu vas bien écouter ça. Donc, je suis allée couper l'électricité là-bas à 6 ans et je suis revenue rapidement me réfugier dans les bras de mes parents. Et ils n'étaient pas du tout contents parce qu'ils m'ont bien engueulée. Ils n'étaient pas du tout contents de ça. Parce qu'ils connaissaient déjà un peu mon tempérament. Ils se sont dit, merde, elle est partie foutre encore un bordel au dehors. Bon, bref, je vous ai raconté comment la suite, il y a eu l'histoire. Maintenant, je vais parler de cet homme de service de renseignement qui était le patron des services de renseignement, qui était marié avec une Française. Et on allait à l'école, j'allais à l'école avec les filles de ce directeur, du patron des services de renseignement, qui était marié avec une Française. Et un jour comme ça, on allait au goûter. On revenait de l'école et tout. Nous, avec notre nounou. Et ils ont dit, oh là là, les filles veulent se retrouver pour faire un goûter. Mais les filles, vous allez faire un goûter. On a fait un goûter avec les filles de ce patron des renseignements du Gabon. Et on a partagé un très beau moment. Et puis, il m'a dit comme ça, il m'a dit, vous savez qu'on vous protège beaucoup. Vous êtes énormément protégés. Est-ce que vous le savez ça? Donc, il disait ça à moi et à ma petite sœur. Il disait, oh là là, vous êtes suffisant. Vous êtes beaucoup protégés, hein. Vous pouvez être sûr qu'on vous protège, on veille sur vous et tout, et tout, et tout, et tout. Et là, ça n'a pas tardé. Quand il y a eu les dossiers de la RTG, souvenez-vous qu'il y avait cette émission emblématique où tous les ministres sont passés au scanner des journalistes éléphants, les journalistes politiques du Gabon, les éléphants qui sont au Panthéon aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, il y a eu l'émission donc phare. C'était le premier ministre Léon Mébiam qui devait passer sous le scanner des journalistes politiques dont mon papa. Et mon papa était le premier justement, c'est lui qui avait ouvert le bal par rapport à Léon Mébiam. Et nous, on était à la maison ce soir puisque c'était une émission qui avait été commencée après le journal télévisé, justement. Et donc, tous les journalistes, les éléphants, ils étaient là. Et chacun à son tour. Et quand mon père a commencé à ouvrir le bal, waouh, l'audimat s'est enflammé. Ça s'est enflammé dans tous les sens. Et puis, nous, on était à la maison avec notre nounou, puisque notre maman était en mission. Elle n'était pas dans le pays. Et donc, à ce moment-là, on vient chuchoter à l'oreille de mon papa que nous sommes en danger parce qu'il y a des menaces qui sont en train d'arriver au standard, que c'est pas possible, Pierre Mauclerc, c'est pas possible, parce que mon père avait posé, je me souviens des questions que mon papa avait posées, je me souviens encore, parce que c'est dans un carnet de notes où j'avais noté toutes les questions. Quand j'ai commencé à avoir la maturité de comprendre les choses et qui me réveillait à 5 heures du matin pour me faire les cours, je suis revenue sur cette histoire de Léon Mébiam, de cette interview des dossiers de la RTG sur mon papa par rapport au premier ministre Léon Mébiam. Et il m'a tout bien raconté. Et puisque nous, on a vécu l'histoire. Et donc, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel d'avoir eu des parents comme ça. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'on a reçu comme grâce, bénédiction, élévation, tout ce qu'on a reçu de la part de nos parents et de nos grands-parents aussi. Ça, je bénis l'Éternel pour ça. Et c'est pour ça que je fais comprendre à certaines personnes que ne venez pas au milieu pour profiter, pour chercher à montrer que maintenant vous existez. Ça, je vous le dis déjà. Bref. Donc, à ce moment-là, on vient chuchoter à l'oreille de mon papa que il y a des menaces. Bon, mon père dit, écoutez, il y a déjà les services de renseignement qui sont dans le quartier, qui sont en protection, qui sont là en général.
Et mon père dit, oulala, me dit, mais par contre, un homme des services de renseignement est venu voir mon papa. Mon papa s'est éclipsé discrètement du plateau, puisque c'était un autre journaliste. C'était à tour de rôle des journalistes qui venaient poser des questions à Léon Mébiam, puisque c'était lui le premier ministre, et c'est lui qui ouvrait le bal de l'inauguration de l'émission, les dossiers de la RTG. Souvenez-vous de cela. Et ensuite, un homme du renseignement a dit comme ça, oui, mais là, on ne peut pas prendre le risque, il faut qu'on aille chercher vos filles. Mon père dit comme ça, oh là là, mes filles, elles sont méfiantes. Elles sont méfiantes, elles n'iraient pas avec des inconnus. Et comme il y avait le chauffeur, on avait le chauffeur qui nous amenait d'habitude à l'école, nous connaissait très bien. Il a dit, je préfère que le chauffeur aille avec vous parce qu'elles vont se sentir en confiance. Elles vont peut-être accepter, mais ça m'étonnerait. Moi, je connais très bien mes filles. Je les ai éduquées d'une certaine manière. On les a éduquées d'une certaine manière. Elles sont méfiantes. Elles ne vont pas accepter. Et justement, voilà que le chauffeur et les deux hommes du renseignement sont venus à la maison. Le chauffeur nous a salués. On était déjà en pyjama avec nos doudous pour aller se coucher. Le monsieur qui dit comme ça, oui, on est venu vous chercher parce que vous êtes en insécurité. Il faut aller, on vous amène à la radio-télévision gabonaise auprès de votre papa. J'ai dit non, 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 non. Nous, on ne bouge pas parce que notre papa nous appelait tout le temps. Il nous appelait, on avait un rituel. Quand il avait plus du travail qui devait pousser un peu plus jusqu'à 22h ou 23h, il nous appelait tout le temps, ça va, ça se passe bien à la maison. Je dis oui, ça se passe très bien. Votre maman est là, passez là. C'est comme ça, on avait ce rituel. Et là, tout d'un coup, il dit que non. J'ai dit non, 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 on ne bouge pas. Il me dit, mais comment on va faire? Il a pris le téléphone à la maison, il a appelé pour dire, dites à monsieur Mauclair de venir, ses filles ne veulent pas partir. C'est-à-dire ce qu'il a dit là même, voici. Et pourtant, elles me connaissent, mais elles ne veulent pas partir. J'ai dit non, les deux messieurs qui sont là sont bizarres. Et papa ne nous a pas dit, parce qu'il nous donnait toujours des consignes au téléphone. J'ai dit non, papa ne nous a pas dit ça. Donc nous, on ne va pas bouger d'ici tant qu'on n'a pas la voix de notre père qui nous dit que oui, on doit aller avec vous. Finalement, il a appelé. Il dit, oui, Edith et Dada, vous pouvez partir, c'est pour votre sécurité. On vous ramène directement à la RTG. Et quand j'aurai fini l'émission, on va rentrer. Donc, du coup, on est monté dans la voiture avec le doudou. Et moi, toujours avec mon bon cœur, parce que j'aime toujours sauver. Je dis comme ça, et la nounou, parce que nous, on va aller se mettre à l'abri. Mais et la nounou? Le chauffeur qui me dit, ah mais non, la nounou n'est pas prise en compte, hein. Elle va se débrouiller. La sécurité, c'est pour vous, c'est pas pour la nounou. Ok. On est monté dans la voiture avec nos doudous et nos pyjamas. On est parti directement en direction de la RTG. Dès qu'on est arrivé, on a été pris en charge par une speakerine. Elle nous a installés dans le canapé. On est resté là, ma soeur et moi, dans le canapé, à regarder ce qu'on avait à regarder, à tripoter le téléphone, jusqu'à ce que, et puis on s'est même endormi, jusqu'à ce que mon papa ait fini l'émission, parce que l'émission s'était terminée ce jour-là très tardivement, vers minuit et quelques comme ça, et tout. Et donc, il a dû nous porter à bout de bras avec le chauffeur pour nous mettre dans la voiture et nous ramener à la maison. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est pour dire que, oui, ça, Oligui ne connaît pas ça. Oligui ne connaît pas ça. Et certaines personnes ne connaissent pas cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ça veut dire que les services de renseignement qui étaient là, comme il l'avait dit, ils nous protégeaient. Bingo! Bingo! Oui, c'est ça à quoi ça sert aussi les services de renseignement, pour protéger des personnalités, pour faire attention à des personnalités. Vous voyez ce que je veux dire, non? La prochaine fois, je venais vous raconter autre chose encore. Mais là, je suis choquée, c'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule, voilà. C'est mon coup de gueule par rapport à ce qui s'y passe en France, par rapport à la politique française, par rapport à ce que, voilà quoi, vous me devez beaucoup, hein. Vous me devez beaucoup. Quand on voit les Emmanuel la Justison, les Colette la Joie, tous ces gens-là qui ont fait les Titi Quinty, heureusement que Dupond-Moretti était là. Éric Dupond-Moretti était là. Heureusement. Franchement, c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. Enfin bref, ça c'est mon coup de gueule. Les contrats signés en Afrique ne peuvent pas me poursuivre ici. Les contrats signés en Afrique ne peuvent pas mettre Jonas Moulenda et Princesse de Souba et le Phénix et les autres en difficulté. Ça ne se passe pas comme ça aux États-Unis. Les Américains n'ont colonisé personne. Vous voyez ce que je dis? Non, si on avait un François Hollande, mais ça ne serait pas passé comme ça. Si on avait Édouard Philippe, ça ne se serait pas passé comme ça.
En tout cas, c'est mon coup de gueule que je tenais à faire passer aujourd'hui. Et voilà. À ciao, ciao. À très bientôt. Merci. Bon après-midi. C'est insupportable, ça. C'est vraiment insupportable. Dès qu'on lutte vers les dictateurs, là, ça y est. Il y a des gens qui viennent nous sortir les contrats, on les surveille. Moi, je sais que je suis surveillée, regardée sur toutes les coutures. Mais je suis fille de journaliste, hein. C'est ça que vous oubliez. Et j'ai le droit de parler.